Bonjour à tous. On a souhaité faire ce petit jeudi du RNSPF sur la thématique du MOOC des évaluateurs parce qu'on souhaitait que Christophe nous fasse un petit retour de la mise en place d'un MOOC des évaluateurs au sein d'une DRAGES. Donc, on trouve que c'est important finalement de développer ce MOOC des évaluateurs au sein des DRAGES. On a encore beaucoup de DRAGES sur le territoire qui ne diffusent pas ce MOOC. Alors, ils sont peut-être justement pas au courant, pas informés. Il y a aussi la problématique de ressources humaines actuellement au sein des DRAGES. Mais l'idée, c'est quand même d'arriver à… alors, nonobstant le fait qu'on est en train, en parallèle, de mettre à jour ce MOOC, de le toiletter, puisqu'il a quand même un petit peu 3 ans, l'idée, c'est effectivement d'arriver à avoir un maillage territorial global sur ce MOOC des évaluateurs. Donc, voilà. Donc, Christophe, on va peut-être faire un petit tour d'écran pour que tout le monde puisse se présenter. Puis après, on attaque. Alors, je vais faire dans l'ordre. Élodie. Donc, Élodie Lefebvre, coordonnateur de formation au CREPS de Wattignies, responsable de l'innovation pédagogique. De mon côté, moi, j'ai fait le MOOC des évaluateurs il y a 2-3 ans par le biais de la DRAGES Hauts-de-France. Je pense que, peut-être qu'on me dira le contraire, mais je pense que c'est une DRAGES qui diffuse beaucoup ce MOOC-là. Alors après, en termes de participants, je ne sais pas ce que ça donne. Mais du coup, moi, je l'ai vécu par curiosité. Je voulais voir ce que ça donnait. Donc, voilà. Ça marche. Annick? Oui, bonjour. Donc, Annick Macaire, je suis à la DRAGES Nouvelle-Aquitaine sur le site de Limoges. Et donc, je suis avec Christophe. J'aide Christophe sur le MOOC des évaluateurs sur la gestion un petit peu administrative du MOOC. Ah, génial, super. Marion, honneur aux dames. Donc, Marion Sancy, collègue de Cyril Adam, chargée de mission numérique et pédagogique pour le RNSPF. Merci Marion. Sylvain? Sylvain Salis, donc je suis au CREPS de Toulouse, formateur, et aussi je travaille avec le RNSPF sur la production. Et je m'intéresse plus particulièrement au MOOC évaluateur parce que l'idée c'était avec un petit groupe de travail et avec le RNSPF de retoiletter, on va dire, d'accompagner cette version V1 vers peut-être une version un peu plus d'actualité. Ok, merci Sylvain. Alors, Sébastien vient nous rejoindre. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour, désolé, j'étais sur une autre réunion. Donc, Sébastien Marie, CREPS de Strasbourg. Moi, je suis intéressé parce que j'ai demandé à des nouveaux évaluateurs d'utiliser ce MOOC et j'ai eu quelques retours. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai un collègue ici qui est en train de le faire. Il est à l'étape 2 sur 5. Donc, on aura aussi un retour de participation. Et on souhaiterait, nous, inciter les nouveaux évaluateurs, parce que ça tourne beaucoup, à justement commencer ce genre de process. Ça marche. Alors, effectivement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il y a des DRAGES qui le mettent en place sur le plan régional et il y a des CREPS qui l'organisent sur le plan régional. Donc, c'est vrai qu'il y a des fonctionnements un peu différents d'une région à l'autre. Et il y a, alors ça dépend finalement des différents territoires. Bien, Christophe, le mot… je te laisse la parole, déjà de présenter, puis nous expliquer un peu finalement la démarche que vous avez eue initialement vis-à-vis de ce MOOC des évaluateurs et votre expérience, voilà, un petit retour d'expérience. Et puis bien sûr, tout le monde, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse éventuellement vous céder la parole, il n'y a pas de souci. Si tout le monde peut aussi en parallèle couper le micro pendant que Christophe parle, comme ça, ça évite les interférences. Merci. Oui, on est peu nombreux, donc normalement, ça doit pouvoir, vous devez pouvoir m'interrompre sans aucune difficulté et voilà, avec facilité, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas. Donc, moi, je suis Christophe Charin, je suis à la DRAGES Nouvelle-Aquitaine, dans le pôle formation, certification. Donc, dans les pôles formation de DRAGES, on accompagne les organismes de formation. Souvent avec des organisations par diplôme, et puis on a aussi pour certains des dossiers plus transversaux, et à ce titre-là, du coup, je m'occupe du MOOC des évaluateurs pour la région Nouvelle-Aquitaine, pour la DRAGES Nouvelle-Aquitaine.
Alors, du coup, là, on a des collègues essentiellement en CREPS, du coup. Donc, je vais essayer peut-être de me projeter et de vous donner des indications qui pourraient vous intéresser en tant que CREPS. Alors, j'aimerais bien déjà que vous me disiez si je fais fausse route ou pas, peut-être en imaginant que vous seriez un organisateur de sessions de formation en utilisant le MOOC avec vos évaluateurs. Est-ce que c'est un peu ça l'idée? Non. Ce serait quoi l'idée quand vous venez ici? Alors, dans quelle optique, du coup, là, cet après-midi? En tout cas, moi, comme je te disais, pour les Hauts-de-France, c'est la Dragesse Hauts-de-France qui porte les choses, donc qui diffuse au CREPS, et nous, CREPS, enfin au PTP, et nous, on doit diffuser à nos équipes d'évaluateurs, en fait. Ouais, mais la session de formation, elle est gérée par le collègue de la Dragesse. Ouais, tout à fait. Et dans l'Est, Sébastien, est-ce que la Dragesse aussi porte les sessions de formation? Bah, je ne sais pas trop, c'est pour ça que je suis là et je suis là en tant que, enfin, surtout pour récupérer beaucoup d'informations, pour voir un petit peu. Moi, je sais que je l'utilise. J'ai eu cette information via la plateforme du RNSPF, mais pas du tout pour la Dragesse Grand Est. Hein. Alors que, pour info, la Dragesse Grand Est a été formée au mois d'octobre ou novembre sur le MOOC des évaluateurs avec la mise en place d'un MOOC évaluateur Grand Est spécifique Aucune info. de 2021. Aucune info là-dessus, pas de référence, pas de cordeau, pas de lien. Voilà, c'est pour ça que je suis peut-être en dehors, mais en tout cas, le CREPS de Strasbourg n'a aucune info et Daniel Fieux a demandé à ce qu'on participe au moins une personne du département pour justement aller chercher de l'info. Ok. Et Sylvain, de ton côté, toi, tu es amené à mettre en place des sessions pour le CREPS ou pas du tout? En fait, ta question est vachement intéressante avec les réponses des deux collègues précédentes parce que moi, c'est presque un troisième cas. Ouais. Donc, on voit qu'il y a vraiment trois cas différents. Donc, je suis sur l'Occitanie. Cette semaine, j'ai rencontré ma collègue la Dragesse Occitanie et je lui ai présenté ce MOOC qu'elle ne connaissait pas. Et donc, c'est presque le chemin inverse. Alors, c'est vrai que je suis une personne un peu, on va dire, sensibilisée avec le RNSPF, mais la notion de réseau est importante parce que cette collègue, Andragès, ne connaissait pas. Elle trouve l'outil que j'ai présenté très intéressant pour évaluer proposer cet outil à toutes les OF qu'elle gère sur son territoire Occitanie. De mon côté, en tout cas, moi j'étais en relation justement pas avec ma Dragesse Occitanie pour connaître cet outil, mais au tout départ avec, il me semble que c'était ta collègue Christophe, alors j'ai perdu le prénom, c'est en Nouvelle-Aquitaine, sur Bordeaux en tout cas, qui m'avait transmis l'accès à son MOOC régional, on va dire. Et j'avais découvert ce MOOC comme ça. Et l'idée, c'est comme un peu, par contre, suivre un peu les pas d'Élodie, c'est que nous, on a des évaluateurs au sein du CREPS, on va dire formateurs, une équipe de 17 PTP. Et l'idée, c'est qu'on crée une culture commune. Premier objectif, créer une culture commune évaluateur. Donc, on a tous un peu une culture évaluateur, mais est-ce qu'on a une culture commune? Peut-être pas, ou en partie actuellement. Donc, ça allait faire un step, un pied dans cette direction. Et le deuxième objectif, c'est aussi acculturer des évaluateurs qui sont dehors du CREPS, mais qui sont nos partenaires. Donc, qui n'ont pas forcément cette culture qu'on a déjà, nous, en interne, et d'aller sur ce processus d'acculturation avec nos partenaires externes. Donc, il y a deux objectifs. Tu lui as fait peur. Ouais, non, j'étais en train de rechercher un document parce que du coup, ça me faisait penser à d'autres choses. Bon, tant pis. Oui, alors du coup, par rapport à ce que j'avais prévu, je vais m'adapter un peu parce que moi, j'avais imaginé faire une première partie pour expliquer un peu ce que c'est que le MOOC. Voilà, pour faire une petite description du principe, du concept et puis du parcours qui est proposé. Ensuite, je proposais une deuxième partie un peu plus critique sur l'outil, c'est-à-dire ses avantages, ses inconvénients, les points forts et puis les limites. Puis j'avais imaginé ensuite rentrer plus dans la façon dont on gérait une session de formation
Et pour le coup, je pense que cette partie-là, elle ne vous concerne pas trop. Est-ce que Cyril et Marion, vous êtes d'accord? En tout cas, les 2 premières parties sont très importantes puisque vu qu'on est enregistré et qu'on va rediffuser derrière cette vidéo, je pense qu'effectivement, c'est fondamental. Donc, je vais Après, rester sur les la 2 troisième premières. partie, pour moi aussi, elle a son importance parce que, comme Sébastien le mentionnait, peut-être que c'est une vidéo qu'on peut rebasculer encore sur la Dragesse Grand Est pour qu'on D'accord. arrive à resensibiliser finalement la Dragesse sur cet outil-là. Donc, je fais comme prévu alors. Oui, je pense. Ouais. D'accord, ok. Alors, du coup, en Nouvelle-Aquitaine, on utilise cet outil. Ok, Sylvain. En Nouvelle-Aquitaine, on utilise cet outil depuis 2020. Il a été formalisé en 2018. Puis après, il y a eu une phase de test. Et moi, j'ai commencé à travailler avec, parce que c'est rentré dans le cadre de mes missions en 2020. Et c'était l'occasion aussi de la crise sanitaire, du confinement, de la mise à distance obligée. On a saisi cette occasion-là pour utiliser l'outil à un moment où beaucoup de monde avait un peu de temps, en réalité. Ce qui nous a permis de faire une première session de grande quantité et d'exploiter vraiment le principe du MOOC. Donc, depuis 2020, on a fait 5 sessions. Alors, quand je parle de session, en fait, c'est une ouverture sur environ 2 mois, 2-3 mois. 2-3 mois pendant lesquels on fait de la communication, c'est vraiment ciblé sur une période, et 2-3 mois pendant lesquels on anime la session du MOOC, avec une date butoir, à la fin de laquelle on prévient que l'accompagnement de la Dragesse sera un peu moins présent parce que la session est terminée. En réalité, le MOOC, il est ouvert en permanence. C'est juste une délimitation temporelle de quelques mois pendant lesquels nous, on se rend vraiment disponible avec ma collègue Annick qui est là. Période pendant laquelle on met vraiment une vraie priorité dans notre quotidien pour faire le suivi, pour accompagner toutes les personnes qui sont inscrites et qui suivent le MOOC. Donc, il y a d'autres régions qui l'utilisent. On n'est pas les seuls du tout à l'utiliser. La Dragesse Hauts-de-France, notamment, la Bretagne. Et pareil, ça fait aussi plusieurs années qu'ils l'utilisent. Et ils ont aussi de très bons retours d'expérience sur l'utilisation. Très intéressant. On a des échanges très intéressants d'expérience. Et ce qui nous amène d'ailleurs sur l'impulsion du réseau et du Crèves de Dijon, Cyril et Marion, à se retrouver un peu plus là maintenant en réseau d'utilisateurs entre Dragesse, et ce qui nous permet d'un peu d'échanger sur les pratiques, sur l'utilisation, sur les stratégies d'exploitation de l'outil. Et puis aussi, comme le disaient Cyril et Sylvain, permet aussi d'avoir des premiers retours sur les améliorations de l'outil en lui-même. Ce qui va faire l'objet d'un travail là, piloté par le réseau cette année. Donc, je vous propose de parler un petit peu du MOOC, de la nature de l'outil. Alors, peut-être déjà en rappelant ce que c'est que MOOC. MOOC, c'est un acronyme. C'est un acronyme dont je vais peut-être mettre le détail dans le chat. Donc, c'est un acronyme pour Massive Online Open Course. Voilà, donc c'est des cours ouverts, sous-entendu ouverts à tous, online, en ligne. C'est complètement dématérialisé et massive, parce que le concept, c'est de pouvoir accueillir un maximum de monde en même temps sur une session. Ce qui a des implications dans le concept, on verra lesquelles tout à l'heure. Donc c'est quoi finalement? C'est une alternative à ce qu'on pouvait faire plus précédemment, parce que de la formation d'évaluateurs, on en faisait avant le MOOC. Il en existait avant, elle se passait peut-être plutôt en présentiel. Elle se passait plutôt organisée par les Dragesse, par certains organismes de formation. Aujourd'hui, l'outil permet de le faire à distance, de manière individualisée,
de manière asynchrone aussi. On n'est pas obligé d'être tous en même temps au même endroit avec un formateur. Et donc, ça donne une certaine souplesse. Le MOOC, alors je vais partager l'écran, on va aller regarder un petit peu. Vous avez bien la page du MOOC là? Ouais. Donc le MOOC, il est hébergé sur une plateforme, sur la plateforme Claroline, la plateforme qui sert de support numérique à l'ensemble une grande partie des activités du RNSPF. Donc ça veut dire que tout se passe en ligne à partir d'une page d'accueil à partir de laquelle on va pouvoir naviguer dans différents onglets. On a 3 onglets ici, un onglet d'accueil, un onglet dans lequel on va retrouver vraiment un accès direct au contenu de formation, et puis un raccourci vers le forum. Alors, je vais juste me connecter avec un petit plan. Alors, le MOOC, du coup, il est accessible à partir d'une inscription. Ça veut dire qu'il y a forcément une démarche d'inscription, alors soit de la personne qui veut participer. Dans certains cas, ça peut être aussi une inscription organisée, l'inscription d'un groupe par un organisateur. Nous, en Nouvelle-Aquitaine, on fonctionne par l'inscription individuelle, c'est-à-dire qu'on informe nos évaluateurs qu'il y a une session et ensuite chacun fait la démarche d'inscription. Alors, l'inconvénient, c'est qu'évidemment, il y a des gens qui ont des difficultés à s'inscrire, il y a des gens qui rencontrent des problèmes techniques, il y a des gens qui avaient déjà un compte mais qui ont oublié leur mot de passe, leurs identifiants. Donc, il y a quand même aussi, il faut le dire tout de suite, il y a aussi une certaine logistique, en fait, ou un certain accompagnement technique, informatique, dès le départ, que ce soit à partir de l'inscription et un petit peu régulièrement tout au long de la session de formation. Donc, je disais un MOOC qui est accessible par inscription. Ensuite, alors, on peut aller regarder. Alors, sur cette page d'accueil, on a une vidéo de présentation. On a la petite fenêtre pour aller s'inscrire ici. Voilà. Ensuite, on a une description de texte, une présentation des personnes qui étaient à l'origine de la construction de cet outil. Voilà. Alors, ce qui intéresse dans la navigation, c'est d'aller sur l'onglet « Se former », parce qu'à partir du moment où on est inscrit, on peut accéder à cette partie-là. Donc, c'est un module de formation qui est construit en 5 séances. Vous voyez ici. On rentre par ici dans chaque séance. 5 séances qui sont validées chacune par un badge. Donc, il y a 5 badges à obtenir qu'on obtient en réalisant et en réussissant un certain nombre d'activités qui sont réparties dans chaque séance. 5 séances, 5 badges. Et quand on a les 5 badges, ça donne ouverture à une attestation. Et là, du coup, c'est le CREPS, c'est les collègues du CREPS de Dijon qui réalisent les attestations au nom du ministère des Sports, si ma mémoire est bonne, en tête du ministère des Sports. Donc, qui certifie que la personne a bien réalisé le MOOC des évaluateurs et donc qu'elle est attestée comme compétente pour évaluer les épreuves de certification des diplômes jeunesse et sport, BPGEPS, DE, DES, CPGEPS. Donc, c'est une démarche qui est commune à tous les diplômes. Hein. Elle se veut transversale. C'est-à-dire que, quelle que soit la spécialité du diplôme pour lequel on évalue, normalement, on est censé pouvoir retrouver des éléments très transversaux dans l'apprentissage de la posture d'évaluation. Et donc, c'est un paramètre c'est un paramétrage, on va dire, des contenus qui permet à tout le monde, quelle que soit sa spécialité, jeunesse, sport, BP, DE,
et quelle que soit la mention, qui permet de développer des compétences d'évaluation transversale. Alors du coup, on va rentrer dans dans la séance numéro 1, par exemple. Alors, vous voyez, peut-être juste avant, vous voyez que dans la construction, dans le scénario, l'idée de scénario pédagogique, c'est plutôt chronologique par rapport à une situation où notre évaluateur là, qui va se former serait sollicité par un organisme de formation pour aller évaluer un candidat sur une épreuve. Donc voilà, la séance 1, qu'est-ce qu'il a besoin de comprendre, de connaître avant l'épreuve. Séance 2, c'est les compétences qui sont en rapport avec le déroulement même de l'épreuve, se présenter à un candidat, observer une séance, écouter le candidat pendant son entretien, par exemple. Ensuite, la séance numéro 3, on est là après l'épreuve. C'est tout le questionnement du candidat. Et puis, on termine avec la formulation d'un avis, et puis un avis favorable ou défavorable, avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir autour de la concertation avec son binôme, de l'harmonisation avec son binôme, et puis de la rédaction d'un commentaire, d'un avis, qui va justifier la proposition favorable, défavorable. Voilà, donc c'est des compétences quand même, on va dire, spécifiques de l'évaluation. En même temps, à travers l'ensemble des séances, il y a pas mal d'éléments aussi sur le contexte. Voilà, on évalue pour qui? On évalue pour un organisme de formation, dans un certain cadre. Il y a un jury régional. Voilà, donc c'est assez global, en fait, comme proposition de formation. Alors, si on va un petit peu voir un peu comment ça se présente, ce schéma-là, vous le retrouvez sur les 5 séances. Donc, c'est une construction qui est similaire sur les 5 séances, avec d'un côté, à gauche, l'arborescence, en fait, de cette étape numéro 1. Et à droite, c'est le contenu de l'étape qui est en surbrillance. Voilà. Si je me mets au début de la séance 1, j'ai une introduction. Donc, à chaque fois, il y a quand même un mélange de supports, quoi. Il y a un peu de texte, mais il y a aussi des vidéos introductives qui sont plutôt agréables à regarder. Il y a des vidéos plus techniques, plus spécifiques. Et puis, donc, au fur et à mesure, donc, il y a à la fois alors là, à chaque fois, dans la construction, il y a un petit paragraphe sur comment on valide la séance. J'ai dit tout à l'heure qu'à chaque séance, il y avait un badge et que l'obtention du badge, des 5 badges, était obligatoire pour avoir l'attestation. Et donc là, on rappelle comment valider ce badge numéro 1. À chaque fois, il faut obligatoirement, je le mets en surbrillance, parce que ça, c'est aussi la difficulté de la gestion, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas toutes les activités à réaliser, il y en a qui en oublient, il y en a qui peut-être essayent de passer au travers. Voilà, on a un peu de tous les cas. Et donc, on insiste sur le fait qu'il faut obligatoirement réaliser toutes les activités. Donc, parcourir l'ensemble de la séance. Là, dans cette séance numéro 1, il y a une activité qui consiste à aller chercher un référentiel, donc un document, et à venir le déposer sur la plateforme. Il y a une activité qui consiste à poster un commentaire dans le forum. Et puis, il y a une activité de quiz de fin de séance numéro 1, pour lequel il faut obtenir un minimum un score de 24 sur 30. Donc, à condition de réussir toutes ces activités, voilà, le badge est obtenu. Donc, vous voyez, c'est structuré en étapes, les activités. Donc, à chaque fois, il y a quand même des ressources vidéo qui permettent d'illustrer, un petit peu de texte explicatif. Et puis, les encarts bleus, à chaque fois, sont les activités à réaliser. Donc là, on ouvre, voilà, et ça nous permet de venir déposer un fichier et qui va permettre de valider cette activité. Donc, question, Christophe, oui. Est-ce que c'est le lien public que tu utilises pour l'inscription?
Alors, je ne sais pas si je saisis bien ta question. Moi, j'utilise la page d'accueil D'accord, parce que que j'ai montré tout à l'heure. Et quand il clique sur la page, sur la partie inscrivez-vous ici, ça renvoie à quoi en fait? Automatiquement, ça inscrit. Ça renvoie sur une page d'inscription. Alors attends, il faudrait que je me. Comment on peut montrer ça? Il faudrait que je me déconnecte pour voir. Non, mais sinon, on pouvait regarder si ton lien public était lancé, puis ça permet en fait de comprendre un peu comment ça se passe. Quand je vais sur m'inscrire, voilà, ça m'amène ici. Ouais, donc c'est un lien public en fait. Donc voilà, on a la réponse. OK, ça marche. Voilà. Et puis j'en profite pour dire bonjour à Myriam. Voilà. Bonjour. On peut continuer, excuse-moi. Alors, oui, excusez-moi, bonjour à tous. C'est la Guadeloupe qui vient de vous rejoindre avec un peu de retard dû aux embouteillages et je vous prie de m'en excuser. Pas de souci. Bonjour la Guadeloupe. Bonjour. C'est pour ça qu'il y a un rayon de soleil à vous. Il y a un rayon de soleil qui est arrivé, c'est pour ça la Guadeloupe arrive. Merci. Alors, le principe aussi d'un MOOC, on peut le rappeler, c'est que c'est le pendant du fait que ce soit des formations massives, c'est-à-dire que finalement, tout se fait en quasi-autonomie, quoi. Comme beaucoup de monde suit la formation, évidemment, ça pose un problème d'accompagnement, de gestion des personnes qui suivent le parcours. Et l'idée du MOOC, c'était aussi, l'idée d'un MOOC, c'est que tout soit scénarisé, tout soit quasiment automatique. Et il nécessite finalement assez peu l'intervention de quelqu'un pour faire des retours pédagogiques sur les activités réalisées. Donc là, ça suit ce principe-là. Hein. Sur les 5 séances, là, aujourd'hui, tel qu'il est construit, ce MOOC, il n'y a qu'un seul moment au cours duquel il y a un formateur externe qui intervient pour faire un retour pédagogique sur une des activités. C'est à la toute fin, dernière activité de la dernière séance, au moment où on invite la personne qui suit le MOOC à rédiger un commentaire en imaginant qu'il vient de faire une proposition favorable ou défavorable sur une grille de certification. On lui demande de rédiger un commentaire qui correspond à cet avis-là. Et donc, à ce moment-là, il y a une personne, donc en l'occurrence, chez nous, c'est moi qui le fais, qui fait un retour pédagogique sur la qualité de la réponse qui est donnée dans ce commentaire. Voilà. Mais c'est le seul moment, pour l'instant, pour lequel on a une intervention non automatique. Tout le reste se fait de manière très autonome, très fluide, et on passe d'étape. La personne passe d'étape en étape sans attendre à aucun moment de validation, d'accord ou de réussite. Alors, peut-être est-ce que vous avez je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on aille voir peut-être plus précisément certaines parties du MOOC? Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement, sur la navigation? Une question de Sylvain. Sylvain, tu peux poser ta question. Hein. Oui, alors c'est une question concernant un peu le parcours du stagiaire. Est-ce que le temps passé par ton stagiaire sur ton MOOC, on va dire personnalisé Dragès Nouvelle-Aquitaine, est-il différent de celui pensé par les auteurs originaux? Non, du tout. Alors oui, peut-être que je peux expliquer que ce qui s'est passé au fur et à mesure de l'utilisation, des premières sessions d'utilisation, j'ai apporté quelques modifications, mais surtout des modifications de forme,
ou de formulation pour que ce soit plus intuitif dans la navigation, peut-être pour que ce soit plus lié dans les idées et dans le déroulement pédagogique que ce que c'était au départ. Mais j'ai modifié aucune activité. J'en ai pas rajouté, j'en ai pas enlevé et j'en ai pas modifié le fond non plus. Parce que en fait, cet outil, c'est un outil national, donc je ne pouvais pas me permettre de changer les choses de fond. Donc c'est vraiment une question de forme et de lisibilité que j'ai retravaillé. Ça m'amène une autre question. Est-ce que ça veut dire que tu as dupliqué l'espace, c'est ça? Oui, techniquement, je crois que c'est ce qui s'est passé, mais j'en réfère aux spécialistes parce que… Oui, c'est ça, on duplique l'espace en fonction de la région. Dès que la région fait une session, on duplique l'espace original, on refait tous les liens, de telle sorte à ce que, pour ce qui est des badges, ça apparaisse sur finalement la bibliothèque nationale des badges de ce MOOC d'évaluateur, mais que malgré tout, la partie forum, par exemple, soit spécifique au MOOC de Nouvelle-Aquitaine. Élodie, Sébastien, Myriam, est-ce que c'est clair pour vous, un peu la navigation, là, ça vous parle? Ouais. Oui, alors moi, si je te fais un petit retour de mon expérience à moi et puis de mes formateurs qui se sont aussi positionnés dessus. C'est fluide, hein, c'est facile, c'est très clair à suivre. En termes de temps, Sylvain, honnêtement, moi j'y ai passé un petit peu moins de temps que ce qui est prévu sur la règle. Et globalement, les formateurs qui ont participé ont eu ce même retour. Mais on a toujours des retours positifs. Ce qu'il faut, c'est simplement lancer la machine et faire prendre conscience aux collègues PTP de bien transmettre à leurs formateurs, d'autant que les certifications qui viennent encore à évoluer, et notamment les grilles, peut-être que je fais un effet d'annonce pour certains, mais nous, la Drages Hauts-de-France est en train de revoir toutes les grilles de certification. Et donc, on n'aura plus ces fameuses cases où on met des croix, favorables ou défavorables. En fait, il n'y aura plus qu'en bas la case avis à formuler. Et donc, là, la formation, le MOOC évaluateur prend tout son sens, notamment sur l'étape 3 et 4 de mémoire, sur justement la formulation d'un avis. Et est-ce que c'est une orientation de l'évaluation avec cet avis, on va dire, descriptif? Est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça, non? C'est-à-dire? Est-ce que vous avez réfléchi à cette nouvelle grille par rapport à une réflexion qui est sortie du travail du MOOC évaluateur? On n'a rien réfléchi du tout. Apparemment, d'après notre Drages, c'est une commande ministérielle qui commence à être développée. C'est-à-dire qu'on n'aura plus ces fameuses croix, avis favorable, avis défavorable, qui apparemment posent problème au moment où on a comment on appelle ça, des recours, au moment où on a des recours. Et donc, ils ne veulent baser en fait le résultat de la certification que sur une croix avis favorable ou défavorable, plus un avis motivé, que ce soit positif ou négatif. D'accord. Ouais, mais en fait, ça fait quelques temps que le discours du ministère là-dessus, c'est de dire le choix de l'avis favorable ou défavorable, c'est pas un choix qui vient d'un calcul statistique au nombre de croix qui sont à gauche ou le nombre de croix qui sont à droite, quoi. Alors, je sais pas si peut-être c'est pour se défendre du côté contentieux, mais c'est aussi pour sortir d'une logique comptable. Ah oui, mais
Mais complètement, complètement. Et puis c'était perturbant. C'était perturbant de se dire bon ben voilà, au final j'ai plutôt un sentiment négatif, je veux pas donner certification à ce jeune, et puis tu te rends compte que mince, il a 8 croix positives et il en a 7 négatives, et voilà, tu te retrouves un peu coincé par rapport à ça. Donc moi je trouve que c'est plutôt positif. Après chacun a son avis évidemment. Il y a aussi je pense qu'il y a aussi le contexte de réécriture en bloc de compétences qui fait que on va plus sur des appréciations globales de compétences plutôt que sur une conception par morceau, ou par morceau de compétences ou par partie de compétences. Ce que pouvait représenter un petit peu les croix et le découpage en sous-compétences des grilles de certification. Oui, c'est vrai, la DRAGES m'a présenté les choses de cette manière-là également. Il y a Myriam qui a levé la main, j'ai vu. Oui, moi, ça me pose un souci par rapport au rattrapage. Comment orienter le candidat si au moins au moment de la première évaluation, on ne lui signifie pas sur quelles compétences il est en difficulté? Et c'est tout l'objet du commentaire, en fait. C'est tout l'objet du commentaire qui vient argumenter la proposition favorable ou défavorable. C'est-à-dire, dans le cas d'une proposition défavorable, le commentaire il doit mentionner les éléments sur lesquels les deux évaluateurs s'appuient pour justifier leur proposition. Donc, très grosso modo, d'expliquer ou de présenter les compétences, le défaut de compétences qu'ils ont observé le jour de l'épreuve vis-à-vis de ce candidat. D'accord, donc Et ça du veut coup, dire c'est beaucoup plus que qualitatif. l'harmonisation entre les deux membres de jury doit être augmentée en volume horaire, parce que souvent, ils se satisfont d'une croix, nous, chez nous, je vous prie de m'excuser, hein, mais et c'est vrai que l'avis est peut-être pas assez justifié. D'accord. Ouais, mais je pense que comme le disait, j'ai plus le prénom, Élodie, pardon. Comme le disait Élodie, en fait, du fait qu'on va avoir des grilles qui vont être remplies de manière moins précise et moins analytique, moins découpée, le commentaire va devenir vraiment essentiel pour comprendre en fait la nature de la proposition qui est faite par les deux évaluateurs. Et ce qui servira après coup, alors d'une part au jury, toujours au jury régional, qui ça lui permet d'avoir des éléments qualitatifs en fait, et puis aussi ce qui va permettre aux coordonnateurs de formation de pouvoir faire un retour qualitatif à partir de l'explication et du commentaire aux stagiaires. Toute l'importance de notre réunion d'aujourd'hui, de former ces évaluateurs à ces nouvelles pratiques. Tout à fait. Mais c'est vrai que cette problématique que tu affiches là, par rapport à cette formation aujourd'hui, Christophe, et les échanges avec nos collègues, ce sera quelque chose peut-être à prendre en compte pour peut-être la prochaine version là, pour le faire évoluer. Oui, bien sûr, nouvelle grille, nouvelle forme de grille. Hein. Mais bientôt aussi, il n'y aura pas que la forme parce qu'on va quand même avoir des réécritures de grilles qui vont prendre en compte dans la formulation des items évalués la capacité du candidat pour chaque compétence à s'ajuster par rapport à l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Et ça va, du coup, ça va changer la formulation d'un certain nombre de compétences dans les grilles, parce qu'elles vont être formulées de manière aussi à ce que soit inclus dans la compétence, dans chaque compétence. Alors, je prends être capable de communiquer, par exemple, dans les situations de la vie professionnelle. Eh bien, ça va être retravaillé dans la formulation en ajoutant la notion d'adaptation à l'accessibilité des personnes en situation de handicap.
Donc là, y compris dans le fond, c'est amené à évoluer d'ici un an ou deux. Toutes les grilles vont être retravaillées avec cette idée d'inclusion. Voilà. Tout à fait, ouais. C'est encore sur le fond et la forme. Ça, c'est encore l'étape. Il va y avoir deux étapes en fait, de modification des grilles. Il y a la première étape vraiment liée à la réforme des blocs de compétences. Donc là, ça va être effectivement, comme le disait Elodie, en fait, on supprime le côté très analytique et on va se retrouver avec, sur une UC1 par exemple, on va se retrouver avec les 3 compétences, 3 phrases, et puis en bas, favorable, défavorable et le commentaire. Et puis la version qui va arriver peut-être 1 an après ou peut-être quelques mois après, ça va être ça, mais avec l'ajout de la dimension inclusive. Et donc, alors, pourquoi on ne fait pas tout d'un coup? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre. On aurait pu, ça aurait été plus simple. Je continue? Encore plus donner d'importance, petite parenthèse, au MOOC sur le handicap. Oui, alors oui, du coup, c'est pour ça que j'en parlais, c'est qu'il faut qu'on intègre cette notion-là, parce que pour les évaluateurs, il va falloir que nos évaluateurs ils soient en mesure d'une façon ou d'une autre, d'aller chercher cette spécificité-là dans les compétences. Ouais. Donc, ça veut dire avoir une certaine notion de l'inclusivité. Il faut être un peu à jour là-dessus, dans le concept. Et puis, derrière, comment je vais vérifier l'existence de cette compétence-là chez le candidat. Donc ça, il faudra qu'on le rajoute dans l'évolution peut-être du MOOC. Je continue? Ouais. Donc j'avais annoncé un deuxième axe un peu plus critique que descriptif sur les avantages et sur les inconvénients, les avantages, les limites, points forts, les limites de cet outil. Alors, au titre des avantages, quand même, le MOOC, l'acronyme, c'est Massive. Hein, donc, quand même, un des avantages, c'est de pouvoir avoir sur une même session, finalement, un nombre important de personnes en formation. Donc, voilà, en termes de quantité, quand on a une idée du volume, en fait, des listes d'évaluateurs dans une région, là, je n'ai pas d'idée très précise à vous donner, mais en Nouvelle-Aquitaine, je pense qu'on a au moins 1000 évaluateurs qui sont recensés. Donc évidemment, on peut difficilement imaginer de former toutes ces personnes en présentiel. Donc l'aspect massif, c'est quand même un avantage sur le format. Autre avantage, bien sûr, c'est le fait que ce soit une formation en ligne, puisque ça veut dire que ça permet de la flexibilité en termes de déplacement. Je prends l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine encore, mais je pense qu'on pourrait parler de l'Occitanie. Voilà, si on devait faire déplacer les gens pour se former, bon, évidemment, ce serait un frein énorme. Donc, c'est un avantage de pouvoir proposer quelque chose en ligne. C'est un avantage aussi que le format soit asynchrone. Alors, asynchrone, ça veut dire que les gens peuvent réaliser cette formation peuvent ne pas la réaliser tous en même temps. Chacun peut faire à son rythme. Si certains veulent le faire entre 22h et minuit, ils peuvent. D'autres peuvent le faire le matin, etc. Chacun à son rythme, n'importe quand. Donc, c'est un avantage aussi, alors c'est un avantage de flexibilité, mais surtout quand on connaît le profil des évaluateurs, finalement, parce que rares sont les évaluateurs qui vont pouvoir avoir du temps mis à disposition par leur employeur, par exemple, pour faire le MOOC. En général, quand on regarde les connexions, quand on regarde les statistiques de connexion des gens qui font le MOOC, c'est en dehors de la journée de travail. Donc, d'où l'intérêt de la flexibilité, de pouvoir le faire à son rythme à n'importe quel moment. Christophe, j'ai une question justement par rapport à ça. Est-ce que toi, tu ouvres l'ensemble des contenus à l'entrée du MOOC ou de manière périodique, par phase? Alors oui, en fait, on a la possibilité de
de donner une ouverture, d'avoir une ouverture progressive de chaque séance. Moi, je donne tout ouvert tout de suite. Parce que en fait, tout le monde ne s'inscrit pas en fait, le premier jour. En fait, il y a souvent de l'inertie entre le moment où on communique, entre le moment où on communique, nous, le moment où nos relais prennent le relais pour communiquer, au moment où les gens s'inscrivent effectivement. Et puis, en fait, on fait des rappels aussi d'inscription. Au bout de 15 jours, 3 semaines, on fait des piqûres de rappel d'inscription. Ce qui fait que, en fait, il y a plusieurs vagues et que, en fait, c'est vraiment du au fil de l'eau. Donc, pour moi, ce serait trop compliqué de gérer des ouvertures parce que du coup, on irait aussi un petit peu à l'encontre de la flexibilité. Ça voudrait dire qu'il faut cadrer, en fait, les gens sur une première séance dans tel créneau, je sais pas, pendant une semaine, séance numéro 1, ensuite basculer tout le monde dans la séance numéro 2. Je trouve qu'on perd l'intérêt de la flexibilité. Et puis sans doute aussi que, voilà, moi, ça me demanderait beaucoup plus d'investissement, en fait. Voilà. Et c'est aussi une question d'organisation pour les gestionnaires du MOOC. Donc, nous, on ouvre tout. Les 5 séances sont ouvertes dès le début, ce qui permet aux personnes qui veulent faire les 5 séances en 5 jours de pouvoir le faire. Et puis, peut-être à d'autres qui s'inscrivent un mois après l'ouverture, de pouvoir prendre le train en marche. Alors, ça pose des difficultés en termes d'animation, parce que quand on fait des relances d'animation, on s'adresse à une communauté qui est en train de faire le MOOC à des stades très variables, très différents. Donc, c'est un inconvénient, mais pour l'instant, c'est notre choix de fonctionnement. Et je crois que dans les autres régions, je pense que c'est à peu près similaire. Je pense que c'est ouvert dès le départ. Oui, je confirme. Ouais. En termes d'inconvénients, et c'est le revers, je pense, du côté massif, un peu, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que finalement, il n'y avait qu'un seul moment dans ce MOOC où il y avait un retour pédagogique. Il y avait un être humain qui vous donne un avis ou qui fait un commentaire sur la production, la dernière activité de la séance 5. Donc effectivement, je considère que c'est quand même un inconvénient parce que en termes de formation, la formation, ça marche avec la formation, elle permet de développer des compétences à condition que il y ait de la réflexivité, à condition qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui provoque un peu cette réflexivité, qui fasse un feedback et qui propose une remédiation et qui accompagne une correction ou une progression. Voilà. Donc, c'est un peu la limite, mais c'est intrinsèque à la nature de l'outil. Puisque c'est massif et qu'on a potentiellement beaucoup de monde connecté en même temps, c'est forcément difficile, humainement, d'aller faire des retours pédagogiques à tout le monde. Voilà. Ceci dit, je sais que, par exemple, il y a d'autres dragesses qui limitent le nombre d'inscrits, justement pour conserver au maximum cette possibilité d'accompagnement individuel, ou en tout cas pour permettre de se donner plus de moyens, de temps pour le faire. Là aussi, ça fait partie de choix stratégiques d'utilisation de l'outil. Inconvénient encore, c'est quand même sur la période d'ouverture de la session, parce qu'on est quand même plus ou moins, les dragesses là qui utilisent, on est à peu près tous sur le même fonctionnement, c'est-à-dire d'ouvrir des sessions qui durent 2-3 mois. Ça veut dire quand même que pendant ces 2-3 mois, c'est une forme d'une certaine astreinte pour les personnes qui gèrent le MOOC. Une astreinte de veiller à dépanner les gens rapidement. Et ça, Annick pourrait témoigner. À chaque fois, j'insiste là-dessus.
pour que les gens soient dépannés vite, parce que je suis persuadé que c'est une source d'abandon. Le MOOC, on est quand même tout seul. On est quasi tout seul face à son ordinateur. Donc, c'est une action de formation qui est très, très autonome, quoi. Et donc, l'effet pervers, c'est que on peut aussi facilement se démobiliser. Et donc, si je suis bloqué pour X raisons dans le MOOC et que j'ai pas de dépannage rapide, il peut y avoir une démobilisation des inscrits. En termes par exemple de résultats, de participation, le pourcentage de personnes inscrites qui vont au bout, on n'a jamais fait mieux que 50%. C'est-à-dire que 50%, on peut être assez satisfait que 50% des gens qui se sont inscrits aillent au bout du MOOC. Pour en avoir discuté avec d'autres, des spécialistes d'animation communauté à distance sur les formations, moi, on m'a dit 50%, c'est déjà bien. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de dépanner. Oui, pardon. Excuse-moi, Christophe. Vas-y. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'on a quand même des personnes qui viennent faire le MOOC pour avoir le badge et puis pour partir. Donc, on a le coût classique de la personne qui remplit les quiz en l'espace de moins de 2 heures dans l'après-midi, mais en réalité, il n'a pas suivi le cours. Et de fait, il n'a aucun badge validé, puisque s'il n'y avait que les quiz, effectivement, ça serait facile, mais ce n'est pas le cas. Oui, ça arrive. Ouais, ça arrive, mais c'est quand même anecdotique. Voilà. Tant mieux. Ouais, non, mais c'est anecdotique. Mais par contre, très fréquent, très fréquent, on va dire régulier, des personnes qui ont zappé une activité, quoi. Ou bien qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas su, une fois l'activité terminée, qui n'ont pas su valider, qui n'ont pas su passer à l'étape suivante en ayant validé leur travail. Donc là, c'est à la fois un problème d'ergonomie, ou de compréhension, c'est difficile à identifier, mais on a quand même régulièrement ce genre de choses. Et puis, dernier inconvénient de l'outil, c'est que ça nécessite quand même de maîtriser, il faut maîtriser l'outil, quoi. Il faut maîtriser la navigation, il faut savoir se repérer dans l'outil et dans les ressources pour aller, notamment pour dépanner, pour chercher à comprendre pourquoi la personne n'arrive pas à valider son badge, pour aller faire du ménage ou du tri dans le forum. Parce que comme dans tous les forums, comme il y a plusieurs sujets, finalement assez vite, ça peut devenir le fouillis dans le forum. Donc, ça veut dire quand même un petit temps d'appropriation de l'outil nécessaire. Ouais, j'ai fini sur cette deuxième partie là, un peu avantages, inconvénients. Est-ce que vous avez des remarques ou des illustrations peut-être pour ceux qui sont déjà allés sur le MOOC ou d'autres arguments? Non. Pas de réaction. Ok. Allez, je continue. Donc, je continue avec une troisième partie où j'explique plus précisément comment on est organisé pour conduire une session du MOOC. Donc, ça pourrait intéresser Dragès, mais ça pourrait très bien intéresser un CREPS, en fait. Parce qu'un CREPS pourrait très bien organiser une session par an en imaginant que la Dragès ne se positionne pas sur l'outil. On pourrait très bien imaginer qu'un CREPS se l'approprie et organise des sessions de formation pour l'ensemble des évaluateurs de son établissement. Donc, alors, un premier point sur quelle utilisation, parce que finalement,
Je l'ai évoqué un petit peu, mais il y a différentes façons d'utiliser l'outil. Nous, on l'utilise sur des sessions bloquées de 2-3 mois, mais on pourrait aussi imaginer que le MOOC soit ouvert en permanence à l'année et finalement que l'engagement des gestionnaires soit moins important sur une période bloquée, mais un peu plus diffus, en continu sur toute l'année. On pourrait très bien l'imaginer. On peut très bien aussi imaginer quelque chose qui se pratique déjà. C'est des sessions synchrones, c'est-à-dire que tout le monde, un ensemble d'évaluateurs, réalise le MOOC sur des temps en commun, programmés à l'avance. Alors, ce qui permet un peu de casser l'effet chacun dans son coin, chacun à son rythme. Voilà, ce qui peut éventuellement donner un peu plus d'échange, un peu plus de vie sur le sujet. Et puis, ce qui peut peut-être aussi simplifier l'aspect dépannage. Et on a même des organismes de formation qui l'ont fait. Alors, c'était pour leurs formateurs, mais les formateurs d'un organisme de formation se sont retrouvés voilà, sur 1, 2 ou 3 créneaux en présentiel, synchrone, pour faire le MOOC en même temps, voilà, en direct. Pourquoi pas? Et puis, dans l'utilisation, il y a une question qui se pose régulièrement. Christophe, juste une question, c'était quelle formation? C'est un organisme de formation qui propose 5 ou 6 diplômes différents, un OF privé, et voilà, qui a imposé à ses formateurs de faire le MOOC tous en même temps, le même jour. C'est avec beaucoup de formateurs, tu penses, ou tu as un Non. C'était pour les coordonnateurs. Donc, ils étaient 5 ou 6. D'accord. Ah, ouais. C'est une petite échelle. Hein. Myriam, je ne sais pas si... Oui, c'était pour échanger, puisqu'on travaille vraiment, nous, en collaboration avec mon collègue Bernard Denis, qui est en charge du pôle formation au Krebs de Guadeloupe. Et cette année, on a mené donc une action de formation, mais il a dû vous le dire lors de la précédente réunion à laquelle je n'ai pas participé. Hein. L'un et l'autre, on est interchangeables en fonction de nos emplois du temps. Donc, on a fait une première session là au mois de mai avec l'obligation pour les 15 candidats qu'on avait de suivre le MOOC d'ici la 2e session qui était à leur demande au mois de septembre, fin septembre. Donc, voilà. Et donc, on fait du présentiel et du distanciel pour pouvoir aussi travailler sur des outils d'évaluation. Enfin, voilà. Donc, c'est à double... Il y a une double interaction. À la fois, ils suivent le MOOC. Et donc, c'est l'obligation qu'ils ont pour participer à la 2e session. Mais à la fois, on les fait travailler sur des outils d'évaluation régionaux qui nous permettent d'avancer un petit peu sur notamment les UC1 et 2. Oui, on en avait parlé un petit peu. C'est intéressant parce que du coup, ça montre que le MOOC il peut être un déclencheur d'autres activités de travail autour de l'évaluation, notamment pour faire un travail presque un travail de jury en fait, hein, quand il s'agit de travailler des grilles de certification ou des indicateurs d'évaluation. Et puis, ça illustrait bien aussi le fait que ça pouvait être, c'était un outil de formation sur l'évaluation, mais qui pouvait aussi être complété, alors qui pouvait être un préalable, qui pouvait être complété par une autre action de formation sur l'évaluateur, hein, mais aussi en présentiel. Alors après, avec la particularité du territoire aussi, qui fait que les gens peuvent se déplacer plus ou moins facilement pour venir compléter le MOOC. Mais en tout cas, voilà, ça montrait que l'initiative que vous avez, ça montrait que
ce n'était pas forcément une fin en soi, le MOOC. Non, vous m'entendez? Oui, d'accord. Ce n'est pas une fin en soi, mais en tout cas, c'est un outil très important dans l'action de formation parce que on s'est aperçu lors de la première session qu'on partait dans tellement de sens, les interrogations étaient tellement diverses et variées de la part des 15 personnes qu'on avait pu former que le MOOC permettait de recentrer un petit peu les attentes sur la deuxième session, qui sera une session la première session, c'était une session de 2 jours, et on va refaire 2 jours en septembre, et au terme du bilan qu'on aura pu en faire, on va reproposer plusieurs actions pour 2023. Et c'est vrai que ce MOOC, il a l'avantage de pouvoir donner une sorte de culture commune. Je ne sais plus qui en parlait, mais en tout cas, je sais que Sylvain en parlait de ça. J'avais entendu Sylvain en parler de ça. J'ai des collègues aussi dans le pôle formation à la Dragesse qui aussi l'évoquent de cette manière-là, et que ça donne une bonne base de culture commune sur le cadre et ce qu'on attend d'un évaluateur. Et donc, c'est comme un espèce de bagage minimal pour être évaluateur et collaborateur du jury régional. Je rebondis du coup parce que Myriam, tu parlais tu as évoqué l'obligation en fait, hein, le concept d'obligation de se former à l'évaluation. Et du coup, ça c'est une question qu'on se pose régulièrement entre nous dans la Dragesse. À quel point, à quel moment est-ce que ce MOOC est obligatoire ou devient obligatoire pour pouvoir évaluer, être évaluateur d'épreuves certificatives. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'a pas été tranché, ni au niveau national, ni à ma connaissance dans aucune Dragesse, mais je n'ai peut-être pas une vue. Nous, en Guadeloupe, on ne le rend pas obligatoire puisqu'ils ne peuvent pas tous y participer. Mais en tout cas, pour avoir l'attestation Dragesse, il faut que le MOOC ait été suivi entre la première et la deuxième session. C'est ce qu'on a établi, nous, ici, avec les conventionnements qui ont été faits. Voilà, donc bien sûr, on ne peut pas, bon, pour l'instant, on n'a eu que 15 personnes, on n'a pas pu prendre plus que 15 personnes, puisqu'on fait aussi du présentiel. Mais on estime que, voilà, on donnera une attestation comme pour celle qu'on pouvait donner à l'époque pour les formations sur la méthodologie en unité de compétences. On donnera une attestation aux candidats qui auront, entre la première et la deuxième session, suivi le MOOC. Ouais, bah le dispositif existe, hein, le dispositif d'attestation pour les personnes qui ont réussi l'ensemble des 5 badges. Donc ça, le dispositif, il existe. Après, quand je parlais d'obligation, c'est que je disais simplement, pour l'instant, on n'oblige pas les évaluateurs en Nouvelle-Aquitaine à être détenteurs de cette attestation pour pouvoir évaluer. C'est fortement, voilà, on les encourage, on préconise. Il n'y a qu'un seul diplôme sur lequel il y en a une expérimentation d'obligation. Voilà. On en tirera des enseignements bientôt, je pense, mais pour l'instant, on n'est pas sur une position d'obligation. Notamment parce que on ne l'oblige que pour les 15 personnes formées s'ils veulent obtenir leur attestation, mais l'attestation Dragesse qui reprend à la fois le distanciel et le présentiel. Voilà. Mais sans attestation Dragesse, est-ce que les personnes peuvent évaluer?
Bien sûr, parce qu'on ne va pas pouvoir Donc, se voilà. satisfaire de 15 évaluateurs sur notre territoire, malheureusement. Donc, c'est en ça que je Donc, parlais d'obligation. En fait. On a fait voilà, et les... c'est pour ça qu'on va reproduire, l'action de formation, mais ce ne sera jamais une obligation. Comme tu le dis, c'est une incitation, c'est participer à la formation de nos membres de jury, mais ça ne peut pas être une obligation in fine. Ouais. Ça peut pas, je sais pas. À moins que les textes évoluent et que nous soyons dans cette nouvelle configuration. Moi, je ne pense pas que les textes aillent dans ce sens-là, mais ça peut être une position prise par une dragesse, par exemple. Ça pourrait. Oui, ça pourrait totalement, au moins de suivre en distanciel le MOOC, et au minima, ça pourrait. Mais ça serait bien si c'est une obligation de certaines régions, ou en tout cas si on se met d'accord dans certaines régions, ça serait bien que ça puisse être suivi par le ministère. Ouais. Alors, je continue sur la conduite d'une session. Donc, j'ai parlé un peu des choix qu'on pouvait faire en termes d'utilisation, en termes de nature de session, en termes d'obligation. Ce qui est sûr dans la conduite d'une session, c'est qu'il y a la question de l'animation d'une session, que ce soit au démarrage où il faut communiquer largement, exhaustivement sur tous les évaluateurs. Donc là, c'est pareil, hein, une question de stratégie. Est-ce qu'on communique directement aux évaluateurs, auquel cas, chez nous, on passe par les listes régionales d'évaluateurs? Est-ce qu'on communique par le biais des organismes de formation? Je sais que dans d'autres dragesses, ils ont plutôt cette porte d'entrée-là. Donc là, c'est pareil, c'est des choix d'organisation. Donc, et puis, tout au long de la session, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, pour éviter les abandons et pour accrocher les gens jusqu'au dernier badge, on a remarqué quand même que c'était intéressant de faire vivre un peu la session avec des messages réguliers d'animation. Donc, en fait, il y a un petit module qui permet de faire de paramétrer des messages, des annonces. Voilà, c'est le module annonce. Et en fait, nous, on a formulé des messages types qu'on a juste à réactualiser à chaque session avec les dates à jour, etc. et qui permettent d'animer un peu. Alors là, par exemple, c'est un message qu'on a envoyé 15 jours avant la fin de la session pour donner un petit coup de boost, un petit coup de motivation, et pour amener un maximum de monde à la fin de la formation. Voilà. On en a d'autres. Là, par exemple, c'est à l'issue de la session de formation, on fait une petite évaluation. Donc, on incite les gens à aller donner quelques éléments d'évaluation sur la session de formation. Donc ça, c'est le module. Voilà, c'est un module c'est une fonctionnalité du MOOC quand on est gestionnaire du MOOC qui permet d'animer une session de formation et qui est intéressant d'exploiter. Ensuite, alors en termes du coup de besoins, de moyens humains, d'animation, ici en Nouvelle-Aquitaine, on travaille à deux, donc Annick Macaire et puis moi-même. On s'est organisé petit à petit. Alors ça fait à peine un an maintenant qu'on travaille à deux. Auparavant, j'ai travaillé tout seul sur le sujet, donc on s'est un peu organisé. On s'est un peu spécialisé, on va dire. Annick travaille plus sur le côté soutien, accompagnement technique, on va dire, des personnes qui sont inscrites. Donc, c'est toutes les difficultés de connexion, toutes les difficultés de navigation. C'est aussi toutes les personnes qui ne comprennent pas pourquoi le badge n'apparaît pas alors qu'elles pensaient avoir tout fait. Et ça nécessite des petites recherches sur ce qui a été fait, sur les activités qui ont été correctement faites, celles qui ont été oubliées, etc. Donc ça, c'est plutôt le suivi que fait Annick. Et puis, moi, je fais le suivi notamment de la dernière activité de la séance 5, dans lequel je fais un retour pédagogique sur la qualité du commentaire
qui est rédigé sur la grille de certification. Où là, on a une certaine exigence de qualité, donc je fais ce retour pédagogique. Voilà. Et puis, tout le côté relation aussi, relation avec le CREPS et puis développement de l'outil. Donc voilà pour notre organisation. Et puis, j'ai une question, Christophe. Oui. Est-ce que justement ton statut au niveau de la DRAGES te permet d'avoir une relation justement plus particulière avec le CREPS que tu ne mets pas en place sur d'autres OF? Par rapport au MOOC? Oui. Non, on n'a pas de relation à ce niveau-là. Hein. Au niveau MOOC, on n'a pas de relation particulière avec le CREPS. Parce que là, tu viens de parler du CREPS, donc je me suis dit… de Dijon. Ouais. CREPS de Dijon. Ah, CREPS de Dijon. Oui, oui. Pour le côté accompagnement, ressources techniques, voilà. D'accord. Mais sinon, il n'y a pas de différence entre OF et privé et le CREPS. Il n'y a pas de, on va dire, d'affinité ou de choses supplémentaires que tu mets en place avec un CREPS non. Non. On le fait sur beaucoup de sujets, mais sur ce sujet-là, on ne le fait pas particulièrement. D'accord. Il n'y a pas de demande particulière. Après, je ne sais pas, ça mériterait peut-être d'y réfléchir. Mais finalement, nous, comme on a une entrée plutôt de communication qui va directement à l'évaluateur, on ne passe pas tellement par les organismes de formation. Du coup, avec notre stratégie, on touche directement les évaluateurs. Alors peut-être avec une tactique où on travaillerait avec les organismes de formation qui, eux, iraient chercher leurs évaluateurs. Peut-être qu'on pourrait avoir une façon de faire un peu différente, je ne sais pas. Tu pensais à quelque chose de particulier ou Non, mais ça peut être des pistes comme fait à Wattignies ou nous qui lançons ça en Occitanie. Je me pose la question justement comme ce qui se fait dans d'autres régions. Et donc, Wattignies a donné un exemple. Et je me suis dit, peut-être toi, en tant que DRAGES aussi, tu vois des choses. En tout cas, il y a des choses à creuser. On sent qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. On pourrait imaginer qu'il y a une session un peu spécifique, hein, parce qu'un CREPS à lui tout seul, j'imagine qu'il peut avoir facilement une cinquantaine, une centaine d'évaluateurs dans son réseau. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça pourrait être une façon de croiser, en fait, de croiser les effets. Tout à fait, ouais. Et donc, dans la conduite d'une session, finalement, pour décrire un petit peu au quotidien ce qu'on peut faire sur une session bloquée de 2-3 mois, au quotidien, on reçoit évidemment des mails de personnes qui sont soit qui ont des difficultés à s'inscrire, soit qui ont des difficultés à naviguer, ou bien qui pensaient avoir validé leur badge et qui ne le voient pas apparaître quand ils vont vérifier. Donc, il y a comme ça un suivi ou un accompagnement qu'on essaye de faire au plus réactif possible. Et puis, il y a aussi donc forcément la dernière activité de la séance 5 pour laquelle il y a une intervention d'un gestionnaire pour faire un retour pédagogique. Donc, c'est pareil, on essaie d'y aller régulièrement pour aller évaluer la production qui a été faite sur cette activité-là. Le forum, je disais, parce que les gens parfois se trompent dans les rubriques, ce qui peut vite, quand on a beaucoup d'utilisateurs, en fait, embrouiller en fait la lisibilité d'un forum. Et puis, on va aussi régulièrement regarder les stats. Alors, l'idée d'aller voir les stats, alors je sais pas, non, c'est peut-être plutôt dans le tableau de bord. L'idée, c'est d'aller voir un peu quelle est la fréquentation actuelle du MOOC. Donc là, on a un graphique, les jours en abscisse et le nombre d'actions qui sont faites sur le MOOC, donc des connexions, des dépôts d'activités, etc. Donc comme ça, on peut voir assez rapidement quelle est l'activité actuelle sur le MOOC. Et donc, éventuellement, par exemple, mettre un petit message d'animation quand on s'aperçoit qu'il y a un creux comme ça, là,
et qui dure plusieurs jours. On voit bien, du coup, ça sous-entend que les gens sont un peu moins connectés, ils sont un peu peut-être en train de lâcher un petit peu leur formation. Donc, quand on observe ça, on peut décider d'envoyer un petit message de relance, d'animation. Sylvain, tu as laissé ton... Ouais. Donc, voilà, on fait ça aussi de temps en temps pour aller voir un petit peu le volume d'activité sur le MOOC. Et puis, dans la conduite de session, on est aussi en lien régulier quand même avec Cyril et Marion, parce qu'il y a régulièrement des cas qu'on arrive, enfin régulièrement, ouais, sans être exhaustif, mais régulièrement des cas pour lesquels on n'est pas suffisamment pointu, des problèmes d'inscription, des choses qu'on n'arrive pas à voir ou à comprendre. Et donc, on a un support technique qui est quand même aussi très, très réactif, parce que en général, le jour même ou au plus tard, le lendemain, on a du dépannage et de la réponse technique. Donc, ça nous permet de soutenir les délais de réactivité. Voilà un peu les éléments que je pouvais vous donner sur la façon dont on conduit une session. C'est pareil, du coup, si vous avez des... Si on peut faire un petit moment de questions-réponses là. Oui, bien sûr. Merci Christophe pour ce retour assez précis. Oui, je ne sais pas si je peux commencer. Bien sûr. Donc merci déjà, c'était pour moi en tout cas très intéressant et j'ai appris plein de choses et surtout ça m'amène à beaucoup de questions. Je suis assez interrogatif parce que ça veut dire que concrètement les DRAGES sont en capacité ou devraient ou ont la possibilité de mettre en œuvre des formations, si j'ai bien compris, de MOOC évaluateurs. J'ai regardé un peu sur Internet, j'ai fait une recherche Google rapide. Alors, c'est beau que la Nouvelle-Aquitaine sort tout de suite, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, rien d'autre derrière. Ça veut dire qu'il y a une personne aux ressources au niveau de la DRAGES ou pas? Est-ce que je n'ai pas compris? Et si jamais je souhaite inscrire ou sensibiliser des futurs évaluateurs à ce MOOC, est-ce que je peux leur demander de suivre une formation qui est lancée par une DRAGES autre que la mienne? Et dernière question, il s'avérerait donc qu'on puisse avoir accès à une liste d'évaluateurs MOOCés ou pas? Je vais répondre à une première partie de la question. Je l'ai bien dit dans l'introduction, on peut très bien imaginer que ce soit une DRAGES qui soit porteur ou un CREPS qui soit porteur de la formation. Oui, ça j'ai compris. Entendu, le CREPS ne sera peut-être pas porteur dans ces cas-là, enfin ça peut l'être, mais de tous les OF privés qui seraient intéressés. D'où l'importance à un moment donné, c'est ce qu'on a dit, que les DRAGES soient impliqués. Voilà, il est de fait plus logique qu'une DRAGES soit responsable d'une espèce d'harmonisation de formation des évaluateurs, que ce soit pour les CREPS et les organismes autres. Voilà. Oui, alors la question est très pertinente concernant le diplôme, parce qu'il y a un moment, il y a une attestation qui est possible. Il y a les badges, mais il y a une attestation. Marion, tu peux peut-être nous en dire plus? Oui, effectivement, on produit les attestations, donc on a la liste, entre guillemets. Après, la direction des sports ne nous a pas donné de directive concernant la communication autour de cette liste, puisque comme à ce jour, ce n'est pas obligatoire, ça reste des données privées. Donc voilà, on l'a, parce que nous, on fait les attestations, mais pour l'instant, on la conserve. Sur demande du responsable du MOOC évaluateur. Oui, en fait, dans chaque région, dans chaque DRAGES, oui, c'est les gestionnaires du MOOC en DRAGES qui font passer la liste à Marion et Cyril, qui ensuite éditent les attestations. Donc, les listes, elles sont disponibles dans les DRAGES qui pilotent le MOOC. Ce n'est pas une liste qui est à la seule connaissance du CREPS de Dijon, puisqu'en fait, elle vient des gestionnaires en région, en fait, cette liste. J'ai une question par rapport à ça.
parce que c'est vrai qu'il y avait un peu cette incertitude ou ce flou par rapport aux personnes qui s'inscrivent. Est-ce qu'ils sont connus? Alors, c'est peut-être une question pour Cyril et Marion. Par exemple, une personne qui s'inscrit sur le MOOC de Nouvelle-Aquitaine, mais qui est originaire d'Occitanie. Pour nous, c'est intéressant de connaître s'il est originaire d'Occitanie pour peut-être le solliciter. Mais s'il a participé à la formation Nouvelle-Aquitaine, est-ce qu'on peut, vous avez ce retour? Ah, ton micro est coupé. Je ne sais pas si vous m'avez entendu aussi. Il n'y a aucun souci, effectivement, comme à ce jour, il n'est pas déployé dans toutes les régions. Il y a Cyril qui a... J'ai un problème de son parce que... un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? J'ai peut-être un problème de son. Non, on t'entend, Sylvain. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle en même temps. Mais on n'entend plus Cyril. Ah, pardon. C'est mieux. C'est de ma faute si tu m'entends, parce que dès que tu as fini de parler, je coupe ton micro parce qu'on entend tes collègues à chaque fois. Tout à fait. Désolé. Marion, excuse-moi. Je disais que… j'ai perdu Marion. Oui, sinon, comme à ce jour, il n'y a pas de MOOC dans toutes les régions, de toute manière, on accueille déjà des évaluateurs d'autres régions ou de régions, entre guillemets, non pourvues. Mais c'est vrai qu'après, du coup, il n'y a pas de communication sur cette liste en dehors. D'où l'intérêt, en fait, de vraiment pouvoir le déployer dans des régions au niveau des DRAGES pour que ça puisse redescendre après dans l'autre sens. Donc, concrètement, par exemple, dans le cas d'un inscrit en Nouvelle-Aquitaine, je ne pourrais pas connaître auprès de vous, même si je vous demande la liste des stagiaires originaires d'Occitanie. Je n'ai pas la provenance, non. Ok. Ouais, ils ne sont pas à l'inscription, ils ne sont pas identifiés en fait. Aussi précisément, en tout cas. Ça, c'est une perspective qui pourrait être intéressante à la fois pour les CREPS et pour les DR, les DRAGES. Ouais, après, la question que soulève Sébastien, elle est intéressante et je pense qu'il va falloir qu'on y apporte des réponses bientôt, parce que dans les régions où il n'y a pas d'activité MOOC, alors moi, je pense qu'il faut en faire la demande à la DRAGES. Enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait une discussion qui s'amorce avec la DRAGES, quoi, parce que c'est quand même un outil qui me paraît pertinent de piloter depuis la DRAGES, parce qu'il concerne tous les organismes de formation, effectivement, et pas que les organismes publics. Et puis après, la question parce que se pose la question derrière du report des évaluateurs par exemple de la région Est en région Nouvelle-Aquitaine, quoi. Alors on le fait hein, occasionnellement, on l'a fait sur l'Occitanie, on avait une demande à un moment sur l'Occitanie. La première démarche qu'on a eue, c'est de dire bon, vous voyez, avec la DRAGES, Occitanie, faites pousser un peu, faites pression pour qu'il se passe quelque chose. Après, bien évidemment qu'on ne refuse pas des personnes qui viendraient d'autres régions, mais il y a une question de volume. Après, j'imagine que si tout ça prend les proportions qu'on connaît, le nombre d'évaluateurs, c'est quand même énorme, hein, le nombre d'évaluateurs en France. Hein, donc, après, là, ce serait intéressant d'avoir le ministère, en fait, hein, sur des questions comme ça, parce qu'à un moment donné, il faut que le ministère se positionne sur une stratégie. C'est noté.
Alors, Sylvain, tu as encore la main levée. Est-ce que tu as encore une question? Ouais, c'est pour rebondir sur la question de Sébastien et la réponse de Christophe. Moi, je vois que à mon niveau, cette question du MOOC évaluateur peut être pilotée par deux entités pour créer une dynamique, soit le CREPS, soit la DRAGES. Mais nous, ce serait plus au CREPS en termes de faire monter en compétences les accompagnateurs d'un point de vue pédagogique, et la DRAGES plus sur cette fonction un peu contrôle, et aussi bien sûr monter en compétences et en cas un certificat qualité des évaluateurs. Mais je pense que là, je ne prêcherai pas pour ma paroisse CREPS. Je dirais que c'est plus un pilotage DRAGES qui doit avoir lieu, parce qu'on va dire que ça permet de monter en qualité sur l'ensemble du territoire, et on en ferait partie aussi. Donc, je pense que là-dessus, ça me paraît plus cohérent, pilotage DRAGES. C'est mon point de vue, mais je ne sais pas, peut-être pas partagé par les collègues. Ah ben si, de toute façon, c'est ce qui était imaginé au départ, hein. Après, on se rend compte dans la pratique que ça pourrait être utilisé par un CREPS de manière autonome, mais l'utilisation la plus pertinente et efficace, c'est sans doute que ce soit une DRAGES qui le fasse. Et ça correspond, en plus, moi je trouve que ça correspond à ces missions d'accompagnement qualité, de qualité des certifications, d'accompagnement des organismes de formation. Après, aux organismes de formation aussi à relayer le message pour inciter à participer. Ça, c'est du ressort des organismes de formation. Mais on a toujours été service de l'État, on a toujours eu vocation quand même à soutenir, à outiller, pour permettre aux structures de répondre à leurs obligations. Parce que ce sont les organismes de formation qui ont une obligation de former leurs évaluateurs. Sauf que c'est pas évident, et que c'est à ce titre-là en fait que le MOOC a été fait. Il a été fait pour outiller et permettre aux organismes de formation de répondre à leurs obligations d'organisation des certifs et donc de formation des évaluateurs. Donc c'est très logique en fait, Sylvain, ce que tu dis, c'est vraiment la continuité de ce qui avait été imaginé, hein. C'est comme ça que c'est imaginé et c'est comme ça que ça paraît pertinent. Après, évidemment, ça pose des contraintes de moyens dans les DRAGES, de choix, d'appétence aussi, pas se le cacher. Pour animer de la formation à distance, c'est quand même des compétences particulières et c'est une appétence aussi pour le numérique. Et c'est aussi sans doute des freins, hein. Et peut-être qu'il y a de la méconnaissance, hein. Peut-être aussi peut-être qu'il faudrait ce genre d'action qu'on fait là, on espérait qu'il y ait des DRAGES en fait. On espérait qu'il y ait des DRAGES qui n'avaient pas encore mis en place, qui se questionnaient. On espérait que ce soit aussi. Alors, on en a d'autres dans le groupe de réflexion sur le MOOC. Il y a des DRAGES qui s'y mettent, qui sont intéressés et qui sont dans cet esprit-là. Ouais, justement, c'est une question, Christophe, toi qui es un peu pilote sur faire de lance sur ce projet MOOC Tuteur, est-ce que vous échangez beaucoup avec des collègues de toutes les DRAGES? Est-ce que là-dessus, il y a un peu des échanges sur ce MOOC? Non, c'est vraiment le groupe là qui est à l'initiative de Cyril et de Marion et Cyril, hein. C'est vraiment ce groupe-là qui a permis de formaliser un espace dans lequel on commence à échanger sur la façon dont on utilise le MOOC, sur la qualité des contenus, sur l'évolution qu'on doit y apporter. Là, c'est vraiment sur ce groupe-là qu'on commence à le faire. Bien, et heureusement que c'est organisé du coup par les collègues là. C'est une très bonne chose. Merci Christophe. Bien, juste pour un retour de pratique, oui, sur la Guadeloupe. Nous, c'est vrai que c'est né d'une volonté commune DRAGES CREPS, un petit peu à mon initiative de par l'analyse que j'avais de la pratique des évaluateurs. Mais après, tout l'aspect technique et pédagogique, et je le remercie, c'est mon collègue Bernard Denis du CREPS des Antilles et de la Guyane qui
qu'il a porté. Donc après, quand les actions ont lieu, on est présents tous les deux, bien évidemment, et on met en place la formation de façon commune. Mais moi, sans l'apport technique et pédagogique du CREPS, j'aurais eu plus de difficultés à mettre en place cette action, sachant que nous, on est toujours en présentiel et en distanciel. Sinon, en distanciel, oui, j'aurais bien évidemment pu envoyer l'adresse aux évaluateurs et leur demander de suivre l'action de formation. Mais comme on l'a pensé vraiment dans une vision commune. Voilà, c'était un retour d'expérience. Très bien, merci. On en profite pour dire au revoir à Sylvain qui doit nous laisser. Et de toute façon, on arrive au bout de notre temps de jeudi du RNSPF. Il faut savoir arrêter les bonnes choses parfois. Merci Christophe pour cette intervention. Merci. Je pense que ça nous éclaire beaucoup plus sur effectivement le contenant, le contenu du MOOC des évaluateurs, les enjeux qu'il y a derrière et les modalités de gestion de ce MOOC au sein d'une DRAGES. Donc, ça répond parfaitement à la commande. Je te tiens sincèrement à te remercier. Merci à tous les participants. Merci à vous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Bonne continuation. À bientôt. Rendez-vous au mois de septembre pour le prochain rendez-vous du RNSPF pour la rentrée. Bel été. Ouais, Oui, vacances.